Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à la boutique Potemkin. Écoutez, on est très heureux, même si on est un petit comité, d'avoir ces rendez-vous. Je fais un petit rappel quand même pour les gens qui viennent pas là pour la première fois, mais on est une boutique de DVD, on est également éditeur DVD et on fait ces rencontres depuis une dizaine d'années. 10 ans où on essaie une fois par semaine de faire venir un réalisateur, un critique, et puis de parler, de mettre en avant un film ou un livre. C'est un peu l'idée de discuter, d'échanger, de prolonger un peu la vie d'un film, parce que le DVD, le support physique, ça vient vraiment, c'est un peu la queue de comète, mais c'est ce qui permet aussi au film d'exister, de le faire passer, de le partager. Voilà. Et je suis très heureux d'avoir ce soir Eugénie Zonkin, qui m'a fait découvrir, parce que je l'avais loupé en salle, mais qui m'a fait découvrir son film Le Sentier des Absents. Et pour moi, c'est un peu imposé comme rencontre, parce que c'est un sujet que je connaissais mal ou que je connaissais pas, la question du deuil périnatal. C'est quelque chose qui était, j'ai découvert beaucoup de choses. Et puis tu étais déjà venu parler de Alexis German, non? C'était il y a pas mal d'années. Je crois que c'était German. J'étais venue présenter Requiem pour un massacre. Ou Requiem pour un massacre de Klimov, exactement. Voilà. Je pense que j'étais revenue avec Andrei Zagintsev, où je le traduisais. Et tu traduisais Andrei Zagintsev quand il est arrivé. Mon autre casquette, pas celle de cinéaste. Alors j'ai parlé de ta casquette de cinéaste, on va en parler, mais je précise quand même que tu es maître de conférence à Paris 8, que tu as soutenu ta thèse sur Kira Muratova. Alors je dis ça de manière pas anodine parce qu'on a édité le coffret Kira Muratova auquel tu as participé, et moi j'ai découvert cette réalisatrice grâce à toi aussi, mais on en parlera peut-être un peu plus tard dans la discussion. Et donc tu traduis, maître de conférence, et tu réalises. Et donc comment se lancer sur le film tout de suite, comment ce film est venu, cette prise de caméra est venue, parce que tu parles beaucoup de cinéma, tu parles beaucoup des films, et au bout d'un moment ça s'est imposé aussi. Oui, alors effectivement, déjà peut-être une première chose qu'il faut dire, c'est que c'est un film qui a mis énormément de temps à se faire. C'est-à-dire que entre les premières images tournées pour ce film, c'est 2016, et sa première sur grand écran au FEMA, c'est 2024. Voilà, donc ça donne un petit peu le vertige, c'est 8 ans. Mais je pense ce temps, il était en partie dû au fait que Simon, mon homme orchestre, producteur, distributeur, alors, j'ai pas parlé de Simon, que éditeur, je remercie de Tagine Studio. On a affronté aussi un certain nombre de difficultés pour pouvoir le financer, ce film, mais même en dehors de ça, je pense qu'il m'a fallu du temps pour que le film puisse se faire dans ma tête aussi. Pour le premier geste, alors pourquoi le premier geste s'est imposé? Probablement parce que oui, le cinéma c'est mon langage, on l'aura compris, du fait aussi de toutes mes autres casquettes. J'avais déjà un petit peu réalisé avant en autoproduction, en fait, dans des cadres non professionnels, on va dire. Et là, c'est ce que je raconte dans le film, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis complètement effondrée et j'arrive au cimetière de Thiers, et qu'en fait, je fais cette expérience que prendre le téléphone, tout bêtement, et de commencer à filmer. C'est la seule chose qui fait que ce n'est plus l'anomie et le non-sens de ce qui m'arrive, et que tout d'un coup, j'arrive à vivre avec ce que je vis. Alors, attends, regarde, parce que peut-être que des personnes n'ont pas vu le film. Ouais. Alors, tu vas déjà nous définir. Je vais faire le béotien. Hein. Qu'est-ce que c'est le deuil périnatal? Alors, officiellement, le deuil périnatal, c'est Parce que pour moi, c'était dans la catégorie des fausses couches. Dans cette grande catégorie, peut-être un peu fourre-tout, mais soyons précis sur ce dont on parle. Alors, le deuil périnatal, tel qu'il est défini officiellement, c'est le décès en fait d'un bébé in utero ou juste au moment de la naissance ou après la naissance, entre 22 semaines en fait d'aménorrhée, donc en cours de grossesse, et jusqu'à un mois de vie.
D'accord. Voilà. Après, de fait, j'élargis un petit peu ces définitions-là, puisque moi, je rentre pas totalement dans la statistique. Moi, c'était un peu avant les fameuses 22 semaines. Mais voilà, c'était pas une fausse couche. Juste, je pose des questions comme ça. L'IVG, c'est jusqu'à... on a le droit de faire un IVG C'est jusqu'à 15 semaines. 15 semaines, voilà. D'accord, ok. Et en fait, effectivement, au-delà des fameuses 15 semaines, qui sont, je pense, très importantes à préserver, parce qu'il n'est pas question d'attaquer le droit à l'avortement. Mais au-delà, entre en fait 16 et 22, on est un peu dans une espèce de no man's land. C'était mon cas, en l'occurrence. C'était ton cas, donc tu étais enceinte de 4 mois. Voilà. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'accoucher à Necker, où le personnel était très formé, qui m'a envoyé vers un groupe de parole. Et donc c'est dans ce groupe de parole que j'ai rencontré 3 femmes exceptionnelles. Il y en avait beaucoup d'autres qui étaient exceptionnelles aussi, mais il se trouve que ces 3-là, je dis souvent que j'ai eu un coup de foudre amical pour elles. C'est-à-dire que je les ai aimées du premier regard et j'ai senti une énorme proximité d'âme avec elles. Et du coup, très vite, ça s'est imposé que si film il y aurait, ce serait avec elle. Ce serait pour faire quelque chose avec elle. Donc Juliette, qui est présente. Qui est là. Ikram et Camilla. Voilà. D'accord. Qui sont un peu les 3 témoignages qui sont un peu la matière première de ton film et que tu as rencontré donc dans ces groupes de parole. Parle-nous peut-être de ces groupes de parole qui sont parce que dans le bonus, parce que je précise aussi que les bonus sont le DVD est très bien éditorialisé. Il y a on a beaucoup travaillé. Voilà. Non, mais c'est important parce que ça accompagne le film et ça nous permet de le prolonger et de voilà. Et il y a cet échange là avec le docteur dont j'ai oublié le nom. Marie-Josée Soubieux. Voilà. Et parle-nous peut-être de ta rencontre avec ce médecin. Alors Marie-Josée Soubieux, c'est en fait, alors c'était un peu un hasard. On s'est retrouvés dans le groupe qu'elle menait. Il se trouve que c'est la première en fait psychiatre en France qui a vraiment pris à bras le corps cette question du deuil périnatal, qui n'était pas très bien à ce moment-là pensée ou accompagnée, qui a été la première à créer des groupes de parole pour accompagner des mères endeuillées. Donc c'est vraiment la spécialiste. Je pense que c'est une des personnes qui a le plus œuvré en France pour que les choses bougent. Et il se trouve que c'était elle qui animait avec Isabelle Caillot en fait le groupe de parole où nous nous sommes rencontrés. Et je pense qu'on le voit dans l'entretien, c'est une femme assez exceptionnelle, voilà, d'une grande douceur, très accueillante. Et probablement que c'était aussi ce qui a permis qu'on s'ouvre et qu'on se sente aussi bien à cet endroit-là. Et c'est vrai que par contre, le film, je l'ai vraiment pensé de façon non didactique, parce qu'il n'était pas question pour moi de faire un mode d'emploi voilà, qu'est-ce que c'est le deuil périnatal, comment l'accompagner, etc. Je voulais vraiment proposer de traverser quelque chose avec celles qui l'avaient vécu. Mais pour le DVD, on trouvait que c'était bien d'avoir un entretien, par exemple, avec Marie-Josée, qui pose un peu plus les chiffres, les données, qui parle plus en tant que médecin aussi, mais parce que voilà, on se doute que parmi les gens qui vont voir le film, il y aura des gens qui vont le voir par pure cinéphilie, par envie de découvrir la question, et puis des gens qui peut-être ont traversé quelque chose et pour qui ça serait vraiment précieux d'avoir cet outil-là en plus. Et parce que le film commence, s'ouvre, c'est important de parler de l'ouverture du film, par une image que tu prends, que tu filmes avec ton iPhone, et sur ce témoignage d'Ikram, c'est ça, qui est assez fort, qui parle de qui a perdu sa fille Lilia quand elle était enceinte de... Je pense qu'elle était à 7 ou 8 mois. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui fait un discours assez poignant. Ces images, il y a quelque chose d'assez frontal dans la façon dont elle en parle. Ça, c'est un choix délibéré de ta part. C'était important pour toi de commencer, d'ouvrir, de prendre le spectateur comme ça sur. Parce qu'après, on enchaîne avec le témoignage de Juliette, qui est aussi, moi, en revoyant le film, le film est pas du tout éprouvant, mais bouleversant, quoi. Oui, c'est un film bouleversant. Les mots ont du mal à venir, mais c'est vrai. Merci. En fait, oui, en tout cas, pour moi, c'était important. C'est vrai que ce début, je sais qu'il est un peu difficile. Et on a beaucoup parlé de ce début de film parce qu'en plus, alors il se trouve que c'est pas moi en plus qui ai fait ce plan, ça c'est un plan fait par une autre jeune femme du groupe de parole, Jessica, qui est remerciée au générique, qui m'a donné ce plan ensuite. Moi, en fait, on me voit, je suis bord cadre, je suis là, mais je suis à ce moment-là pas en train de filmer. Mais ce discours m'avait beaucoup marqué parce que je trouvais que voilà, tout y était. Et la douleur, extrêmement brute, mais aussi le groupe de parole, parce qu'en fait, elle dit ces mots que je trouve absolument incroyables. Elle dit merci les filles d'être là, je me sens moins seule.
et elle égrène tous les prénoms des bébés. Donc en fait, pour moi, ça raconte déjà, c'est très programmatique pour le film en réalité, puisque c'est aussi l'histoire d'une sororité et l'histoire d'un chemin commun qu'on va tracer ensemble dans nos malheurs individuels. Et donc on a chacune nos personnalités, chacune notre histoire, mais en fait, il y a quelque chose qui nous relie de façon très puissante. Et je trouve qu'elle le dit déjà. Mais c'est vrai que ce plan vertical pour commencer un film, ça fait peur un peu. Un peu brut. Pas très bien filmé. Donc il y a eu beaucoup de questions autour de ce plan-là. Et il y a un spectateur qui a dit très joliment à la première du film, je me rappelle c'était à l'écran de Saint-Denis, que c'était la porte. La porte du film, comme c'est vertical. Et je trouve que c'est pas mal parce que moi j'appelais ce plan le plan à prendre ou à laisser, c'est-à-dire qu'en fait c'est le plan, si tu peux pas le traverser, le film il est pas pour toi. Quelque part j'assumais ce côté-là. Et d'ailleurs de façon assez intéressante à La Rochelle, quand on l'a montré toute première projection sur grand écran, le plan se termine et il y a quelqu'un qui se lève et qui part et qui claque la porte du cinéma. Et j'avoue que j'étais presque contente, je me suis dit c'est vraiment ça. Bon, c'était la seule personne, heureusement, tous les autres sont restés, sinon j'aurais été peut-être mal. Mais je me suis dit bon voilà, en tout cas il y a quelque chose d'un contrat tacite passé avec le spectateur dans ce plan et qui en effet fonctionne en tant que tel, c'est-à-dire voilà, ça va être très douloureux, ça va être très honnête et en même temps on t'invite par cette porte à partager quelque chose de notre trajet et voilà, tu veux pas t'engager mais en tout cas ça le dit. Et puis après il y a la séquence de Juliette qui pour moi aussi encore aujourd'hui en fait, alors ça fait un moment que j'ai pas revu le film mais quand je le revoyais en salle, restait même après les mois de montage le moment, je pense, le plus difficile à traverser. Mais il était, pareil, totalement impératif pour moi parce que, pour moi, un des problèmes, en fait, avec ce deuil périnatal, c'est que ce deuil, il est très abstrait pour les gens parce que, à part les parents, à part la mère qui l'a senti bouger, le père qui était là, et éventuellement les très très proches, ce bébé est abstrait, il n'a pas existé. C'était une idée de bébé, mais c'était pas un bébé. Et donc les gens comprennent pas en fait le deuil, ils ont l'impression qu'on peut très très vite passer à autre chose. Et donc moi j'avais besoin de ce récit d'accouchement parce que je pense qu'après avoir entendu ce monologue qui est complètement bouleversant et qui est très brut, on ne peut plus se dire que ce bébé n'a pas existé. Voilà, on sait que ces bébés c'est des vrais bébés qu'on a portés, qui ont bougé, qui ont vécu et qui sont morts. Peut-être Juliette, tu veux venir nous rejoindre si tu es d'accord. Elle a l'habitude maintenant. Voilà, c'est ça, elle a guéri. C'est pas mon métier, par contre. Non, mais nous dire quelques mots par rapport à la rencontre avec Eugénie et la confiance aussi, le lien de confiance qui est nécessaire pour pouvoir se livrer et relivrer ce parcours des premières fois. Et qui est une partie de ton histoire. Est-ce que tu t'es posé la question de qu'est-ce que je livre, qu'est-ce que je ne livre pas, qu'est-ce que je garde pour moi, la notion de l'intime, cette barrière-là. Le lien de confiance, il a été absolu dès le début. Je vais être très sincère, en fait, j'ai vu Eugénie non pas comme une cinéaste, mais comme une amie, comme une sœur. Et on a été proches tout de suite. Et je lui ai fait confiance à elle. Et je pense que je n'aurais jamais dit quoi que ce soit si ça n'avait pas été elle. Et le fait qu'on soit vraiment dans un rapport d'intime, vraiment dans une intimité, et on a pu échanger. Et c'est à Eugénie que j'ai parlé. C'est pas à une caméra, c'est à Eugénie. Donc j'ai pu lui dire des choses à elle. J'avoue, quand elle m'a proposé de faire ce film, moi, l'idée, c'était de laisser un témoignage et que Héloïse, ma fille, puisse exister en dehors de moi et laisser une trace d'Héloïse. Voilà, c'était ce moyen pour moi de le faire. Encore une fois, je pense que dans aucune autre circonstance, j'aurais pu le faire. Et c'est ce qui fait effectivement qu'on est dans un récit intime. Et je pense qu'il y aurait eu un cadreur, un preneur de son, j'aurais rien sorti, j'aurais été très... Et d'ailleurs, j'ai eu un peu peur de ça justement après. Parce que pour moi, c'était complètement abstrait. Je ne pensais même pas qu'il y aurait un film qui sortirait, encore moins sur grand écran. Enfin, et puis c'était un peu l'Arlésienne, parce que le film est sorti 8 ans après quand même. Donc moi, quand elle me filme, on est en 2017, ma fille est morte il y a juste 1 an, on va aller sur sa tombe justement, et donc... on discute, on parle, et puis moi, 7 ans après, on rigolait en disant en vrai, il n'y aura pas de film. Ça n'existe pas. Voilà. Mais c'est vraiment la confiance absolue que j'ai eue en Eugénie.
Oui, et puis il y a ce trajet. C'est important aussi les paroles qui se disent en marchant. Je trouve qu'il y a quand même tout ce travail-là sur... le titre du film s'appelle Le Sentier des Absents. On chemine. Et moi, ce quartier, pour être allé au Diaconesse, et pour me replonger dans ce quartier-là, et c'est vrai que en revoyant cette scène, je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus prenant, parce que chaque mètre qui est fait, on se rapproche de cet hôpital. Et l'histoire, voilà. Parle-nous peut-être de ce travail-là que tu as fait avec Juliette, et que cette séquence que je n'imagine pas qu'on aurait pu refaire cette séquence. Ah non. Voilà. Absolument. Oui, alors juste pour rebondir sur ce que dit Juliette, en effet, c'est que par exemple, moi, il n'était pas question que je sois accompagnée techniquement, et c'était du coup le film, il a été fait avec vraiment les moyens les plus pauvres imaginables pour le documentaire, c'est-à-dire une caméra avec un micro fixé dessus. Tous les professionnels te diront que faut jamais faire ça. Et sauf que là, je savais très bien qu'il y aurait ne serait-ce qu'un ingénieur du son, un preneur, elle se censurerait. En fait. Et donc, c'était pas possible. Il fallait qu'elle me parle vraiment à moi, effectivement. Et l'idée, c'était le pari. C'était de dire, on va aller dans les lieux. Et ben voilà, Ekram qui arrive. Bonjour. Et le pari, c'était de dire, on va aller dans des lieux qui ont du sens pour chacune d'entre elles par rapport à ces bébés perdus. Et ça va faire remonter des paroles et ça va faire remonter des choses. Et c'est vrai que ce pari, il a extrêmement bien marché. Mais ça, tu sais jamais. Quand tu vas, tu espères. Et c'est vrai que cette traversée, elle est absolument incroyable. Alors, pour la petite anecdote, quand même, comme justement c'était fait avec les moyens que je viens de décrire, c'était une séquence abominable techniquement. Donc, je remercie une fois de plus Valère Regnault et Florent Clockenbrink qui ont été le monteur son et le mixeur son qui ont, je pense, travaillé sur cette séquence pendant extrêmement longtemps. Ils ont fait vraiment de l'orfèvrerie. On s'était posé la question, est-ce qu'on peut la refaire ? On peut pas la refaire. Parce qu'en fait, elle était vraiment très, très, très brute. Au niveau du son, c'était à la limite du possible, en fait. Et on s'est dit, non, faut sauver celle-là, parce que jamais on retrouvera la puissance de ce que Juliette donne à ce moment-là, parce qu'effectivement, ça lui vient spontanément, qu'on n'a rien scénarisé du tout, qu'en plus, voilà, ça c'est le cinéma, il y a les pompes funèbres qui surgissent pendant qu'on marche, et puis elle raconte à la fois le trajet, puis elle raconte cette femme qui te prend par la main, enfin, tout ça. Voilà. Ouais. Et quand on est arrivé au Diaconesse, je ne savais pas du tout qu'elle allait me raconter l'accouchement. C'était pas prévu. On a juste dit on va faire le chemin jusqu'à Diaconesse. En fait, on arrive et elle se tait. Et moi, je me tourne vers elle. Et là, elle me le raconte. C'est-à-dire que c'était pas du tout prévu. Et ça, c'est la puissance, je pense, effectivement, de ce que les lieux font remonter en nous. Oui, complètement. Ouais. Et on sent que chacune, tu as filmé chacune dans des lieux évidemment importants, rituels, symboliques. Résilient et douloureux en même temps. Il y avait vraiment ce choix des lieux. Est-ce que, juste techniquement, pour rester à la technique du cinéma, est-ce que tu t'es imaginé couper des plans ou les raccourcir ou te dire, tiens, est-ce que c'est des questions qu'on se pose quand on est devant la table de montage, j'imagine. Oui, bien sûr. Et donc le film, il a quand même mis du temps à se construire, mais en même temps, ce qu'on se disait avec Guillaume Loras, qui était le premier monteur du film, il y en a eu 2 sur le film, mais on se disait que c'était un film assez magique pour ça, parce qu'en fait, il avait tendance à éliminer ce qui ne lui appartenait pas. C'est-à-dire qu'en fait, toi qui as l'œil vraiment technique, il n'y a pas tant de montage que ça dans ce film. Il y a quelques endroits, mais c'était plus une question de construction globale, en fait, que des histoires de raccords. Et en fait, parce qu'en effet, il y a plein d'endroits où tu peux pas du tout couper parce que le moment est d'une telle pureté ou force que les maladresses techniques en fait n'importent plus et tu te dis là en fait on peut pas couper là. Et donc soit ça saute complètement, soit ça reste et alors ça reste tel quel. Et donc c'est vrai qu'on a finalement pas tant fignolé que ça à l'intérieur des séquences, un petit peu, mais pas tant que ça. Mais j'étais assez surpris d'entendre. Alors s'il y a des questions évidemment, n'hésitez pas à penser à vos questions. Pour ceux qui ont vu le film. Mais le film dure j'étais étonné d'apprendre que dans le montage initial faisait plus d'1h30 et que le film est dans un format beaucoup plus ramassé, il dure un peu moins d'1 heure et je trouve que c'est très bien. Si tu veux, par rapport au sujet, par rapport au témoignage, c'est pas que il faut pas nous épargner en tant que spectateurs, mais on est au-delà du sujet sur le deuil périnatal. Je trouve que c'est aussi un film sur le deuil aussi. Il est plus grand que ça. Il parle à tout un chacun. Moi, il m'a parlé personnellement. Et donc cette question de durée,
Je crois que c'est quelque chose auquel tu as quand même précisément réfléchi. Absolument, mais parce que justement, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je pense quand même qu'on doit être toujours conscient de ce qu'on demande aux spectateurs. Et que je sais que c'est un film exigeant et que c'est un film qui demande pas juste une grande concentration, mais une espèce de très très grande disponibilité émotionnelle. Et que en fait je trouve que tu peux pas demander ça trop longtemps non plus, enfin qu'en tout cas il faut mesurer ce que tu demandes au spectateur et oui effectivement le film on l'a réduit et jusqu'à effectivement je crois qu'on le dit dans le bonus avec Guillaume, jusqu'à faire sauter une dernière séquence. Alors ça c'était pour le coup la décision elle avait été prise avec Thomas qui d'ailleurs essayé de la sauver cette séquence parce qu'elle était intéressante en soi, donc elle est dans les bonus, elle est dans les scènes coupées, mais en fait au moment où on l'a coupée j'ai senti que ça y est c'était la bonne durée, parce qu'avant même moi par moment je me disais là c'est trop, là ce que je demande c'est trop, et donc oui je pense que le film il gagne beaucoup à être plus ramassé. S'il y a des questions déjà ou... Alors, le hasard de la vie fait que j'ai revu aujourd'hui, en fait, une séquence assez célèbre de Nostalgia de Tarkovsky. Et je me demandais, en effet, cette longue séquence avec Juliette, ça m'a vraiment interpellée, parce que donc, moi, j'ai revu le film plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est une séquence qui reste parce que on sent peser, en fait, toute la douleur de Juliette et aussi, mais vraiment, toute la pesanteur, en fait, symbolique que représente le trajet. Et il y a une séquence, donc la séquence dont je parle, en fait, c'est le protagoniste, en fait, qui va porter une bougie dans un long plan séquence. Et il doit garder, en fait, cette flamme. Et là, en fait, tout à l'heure, quand j'ai revu, je me disais, mais ça me fait vraiment penser, en fait, à cette séquence du Sentier des Absents. Et Manfred a rappelé que tu étais une spécialiste, notamment du cinéma soviétique. Et du cinéma russe aussi contemporain. Et je voulais savoir si, par exemple, tu sentais qu'il y avait des influences en fait, qui t'avaient marqué dans l'élaboration esthétique progressive du Sentier des Absents. Parce que vraiment, je trouvais que vraiment le jumelage était vraiment assez évident. Tu me fais beaucoup d'honneur là quand même, hein, parce que alors Tarkovsky c'est quand même très 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 haut. Alors c'est probablement quelque part dans mon subconscient parce que j'ai tellement vécu avec. Alors je rigole un peu parce qu'il y a ici quand même un jeune homme qui travaille sur Tarkovsky, Théo pour ne pas le nommer. Donc non, je pense, ce serait vraiment très très prétentieux. Ça me rappelle Antoine Guyot qui dans Plan Large me parle de mon film et qui me parle de Shoah de Lanzmann. Si tu vois, c'est des références, tu te dis ouais, c'est super, mais je me sens quand même très très, voilà, c'est un peu écrasant. Mais en même temps, bon, oui, probablement parce que j'ai tellement vu et revu ces films que probablement ça vit quelque part en moi. En tout cas, je trouve que ce qui est très beau dans ce que tu dis, c'est que cette idée dans le film, dans Nostalgia, elle est à la fois complètement absurde et d'autant plus belle qu'absurde, parce qu'en fait, on lui dit qu'il faut qu'il traverse cette piscine vide avec une bougie à la main pour sauver le monde, et tout d'un coup, ça a du sens parce qu'il décide que ça en a. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose, en tout cas, d'une espèce de volonté de dire que tel trajet va faire que le monde autour de toi va en être transformé. Enfin, ça, c'est assez beau de le mettre, je trouve, en parallèle avec ce qu'on a pu faire très modestement. Après, oui, donc voilà, moi je pense que je suis habitée par plein de cinéastes, mais probablement que sur ce film-là, si je devais parler de cinéastes qui m'ont plus directement influencé, c'est des cinéastes à la première personne, c'est-à-dire des gens qui ont pu, par exemple, les voix off de Chantal Akerman, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui m'habite depuis très très longtemps, et je pense que voilà, ça c'est quelque chose qui était très présent, et du coup pour citer quelques cinéastes contemporains français, il a fallu que je choisisse des DVD, donc je pense que j'ai mis Dominique Cabrera dedans, j'ai pas mis Henri-François Humbert, mais j'aurais pu. Sophie Bredier, je crois que je n'ai pas trouvé de DVD d'elle, alors que j'aime beaucoup son cinéma aussi à la première personne. Enfin voilà, c'est des cinéastes comme ça aussi qui, à un moment donné, risquent aussi quelque chose d'une mise en avant d'une partie de leur biographie pour pouvoir aussi parler du monde. Pas forcément pour se mettre en avant, mais pour parler du monde. Et voilà, je pense que tous ces cinéastes-là m'ont influencé. Merci pour la question, Inès. D'autres questions ? Qui a vu le film Voilà, qui a vu le film ? D'accord, ok. Très bien. Donc ça veut dire qu'il y a une moitié de la salle qui ne l'a pas vu. Donc, c'est bien. C'est... La question de ta... Tu parles de... Vous vouliez pas... Non. Comment ? La première, j'étais à l'avant-première, donc j'ai demandé pendant des heures plein de questions.
plein de questions. Ah, donc là, vous avez Il m'a déjà posé plein de questions. Et puis épuisé le stock de questions. D'accord, ok. Vadim Kostrov, un très talentueux cinéaste. D'accord, ok. Enchanté. Non, tu t'es posé la question aussi de ta présence. Ça, c'était parce que tu parlais de ta voix, des voix chez Ackerman, et de parler de la première personne. Mais c'est une question qui s'est posée, parce que c'est vrai qu'on aurait pu imaginer un film sur ces 3 témoignages et sur ces 3 parcours. Et tu en as ajouté un 4e. Tout à fait. Alors, c'est vrai que quand même d'entrée de jeu, je me suis dit que je serais un peu là, parce que justement, que je voulais qu'on assume ce côté dialogue. Je voulais effectivement qu'elle parle en marchant. Donc ça, c'était vraiment en marchant, en voyageant. Ça, c'était un premier parti pris. Et l'autre parti pris, c'est de dire, je veux surtout pas que ça fasse interview, je veux que ça fasse discussion. Donc, on va m'entendre parfois rebondir, dire juste oui, ou poser une question, ou dire même parfois une bêtise. Voilà. Donc, c'était très important. Donc, je savais que j'y serais du coup, ne serait-ce que pour pouvoir avoir ce dispositif comme ça qui serait moins formel et plus intime. Mais c'est vrai que par contre au début je me disais je vais juste dire 2 phrases au début du film sur pourquoi je me suis retrouvée là, comment je les ai rencontrés, et puis c'est basta. Et puis en fait au fur et à mesure du film, et c'est la chose qui a mis le plus de temps à se mettre en place, c'est Guillaume Loras, le premier monteur du film, arrive à point nommé justement. Parce qu'on en a beaucoup discuté tous les deux de ça, de se dire qu'il fallait que je sois plus présente, ne serait-ce que parce qu'elle avait justement pris le risque d'une certaine manière, en me faisant totalement confiance, de se mettre complètement à nu, de me dire tout ce qu'elles avaient sur le cœur, tout ce qui leur était arrivé, et que du coup je pouvais pas ne pas avoir le même courage. Et qu'il fallait assumer le fait que je filme, je le faisais aussi pour ma petite fille, et parce que c'était aussi mon geste à moi, et que donc il fallait que je m'installe. Mais c'est les séquences qui ont demandé le plus de travail, bizarrement, c'est celles où il y a ma voix off, je dirais. Ouais, et puis moi j'imagine difficilement le film aussi sans en fait tu es un vrai fil conducteur évidemment, parce que c'est le fil conducteur de vos rencontres, c'est une douleur commune. Je sais pas, il y a quelque chose du voyage aussi qui est très important, et pour le coup je sais pas, je pense qu'on aurait été un peu plus extérieurs, nous aussi spectateurs, si t'avais pas été un peu là en tant que témoin et passeuse. Je trouve. Moi j'aimerais bien entendre ça vous dérange pas de changer de place? Ikram, allez. Bien. Alors Ikram, c'est la deuxième, troisième, voilà. Donc merci d'être venu. Merci à vous. Dis-nous, on se tutoie? Oui, bien sûr. Quelques mots sur ta rencontre avec Eugénie et sa proposition. Oui, Eugénie, je l'ai rencontrée, j'étais déjà dans le groupe de parole, parce que Lilia était née avant, en février. Et je pense qu'Eugénie arrive en septembre, c'est ça, voilà, septembre-octobre. On s'est connus dans le groupe, donc groupe de parole où on partage, notre deuil, notre tristesse. Et moi, j'avais perdu ma sœur un an avant de perdre ma petite sœur, avant de perdre ma fille. Et du coup, je partais en voyage tous les ans à l'anniversaire du décès de ma sœur en mai. Tu es originaire Je suis originaire je suis marocaine. J'ai la double nationalité maintenant, mais je suis vraiment marocaine. Je suis née là-bas. Je suis arrivée ici, j'avais 20 ans. Toute ma famille habite là-bas. Et donc, je fais ce voyage tous les ans. Et je sais pas, naturellement, Eugénie me dit, je voudrais bien t'accompagner. Parce que je voudrais faire un film. Mais bon... En fait, l'idée, comme elle a dit, c'était pas du tout calculé. Elle voulait faire un film. J'ai dit ok, pourquoi pas. En fait, j'avais juste besoin de parler de ma fille, pas forcément que le film soit publié. Je savais pas du tout serait diffusé un jour. Et donc, Eugénie m'a rejoint au Maroc pour voir mon rituel, c'est partir au cimetière tous les jours quand je suis là-bas. Ta petite fille Lilia a une tombe que tu vas visiter avec ta Voilà. En fait, oui, je viens d'une culture musulmane, donc religieusement, c'est vrai que j'avais vu cette différence par rapport en France quand vous demande ce que vous voulez faire comme funérailles. En fait, au Maroc, pas le choix, c'est le cimetière, et je suis très contente parce que du coup, j'ai une place pour aller la voir à lieu.
Et donc voilà, donc ma fille, elle est enterrée là-bas avec plein de bébés. Savoir que là-bas, les bébés sont enterrés à partir de 2 mois. C'est considéré comme un bébé. Contrairement ici, que c'est fausse couche. On parle encore de fausse couche à 2 mois. Et donc voilà, donc ma fille est enterrée là-bas, dans le cimetière au Maroc. Pardon. Et en fait, Eugénie est venue avec une caméra, donc c'était très compliqué. Bon, j'avais vu un petit peu les personnages autour de nous, donc c'était drôle, même dans la tristesse. Mais elle a su. Pourquoi tu dis que c'était drôle parce que elle est typée européenne, donc voilà, tout le monde la suivait. Pourquoi elle a une caméra on est quand même dans une monarchie, donc on a envie de savoir qui filme, pourquoi, est-ce que ça va, voilà. Donc c'est vraiment très compliqué de prendre ta caméra au Maroc et filmer sans autorisation. D'accord. Et donc voilà, ça a été, on a expliqué pourquoi. Mais je trouve qu'elle a très bien réussi son film, parce que derrière, c'était pas du tout. Vraiment, elle a réussi à trouver ce moment intime. Bon, on était quand même toute seule, et elle a réussi à me faire parler. Enfin, c'était naturel en fait. Voilà. Il n'y avait pas de questions-réponses, c'était vraiment naturel quand je parlais à une copine. C'était naturel, et en même temps, j'ai souvenir de ces scènes sur la plage, qui n'est pas une scène anodine, et c'est certes naturel, mais on sent qu'il y a énormément de peine. Oui, et bien sûr. Et donc, être filmé aussi dans ces endroits de fragilité, de vulnérabilité, c'est pas rien non plus. Oui, c'est pas rien, mais c'était naturel quand même. J'ai pas senti que c'était je lui ai pas dit arrête de filmer, c'était vraiment, elle était très discrète, et elle arrive à poser les bonnes questions. Très douée pour ça. Donc oui, on est parti à cette plage où on allait tous les ans avec mes parents, et c'était très important pour moi de partir là-bas aussi. Oui, c'est en fait quand j'ai revu le film pour la première fois, même moi, je me suis étonnée en me disant ah oui, d'accord, on a parlé de tout ça. Comme tu dis, c'était très intime, très douloureux. Mais quand le film a été tourné, moi, ça m'a fait du bien en fait. Ça m'a fait du bien de parler à cœur ouvert et parler à quelqu'un chez moi en fait, parce que je vis en France depuis 20 ans, mais voilà, je suis entre les deux. Et que quelqu'un vienne avec moi, là où j'habitais, où il y a mes racines, et parler de ma fille, c'était vraiment, pour moi, c'était très important. Et je la remercie pour ça d'ailleurs. Eugénie, peut-être par rapport... Je voulais juste rebondir sur cette histoire de fragilité, parce que, évidemment, tu fais un film comme ça, tu te poses forcément la question de la limite. Et ça, pour moi, c'était très clair d'entrée de jeu. Alors nous, on s'était beaucoup vus en train de pleurer, parce qu'on était dans le même groupe de parents endeuillés, donc bon, voilà. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'était très clair pour moi. Pour moi, c'est pas parce qu'on pleure qu'on est en situation de faiblesse. On peut être en train de pleurer et être très fort. Et je trouve qu'au moment où je les filme, où elles se mettent à pleurer, et en même temps elles sont capables de dire des choses aussi justes et belles sur ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles ressentent, pour moi elles sont pas du tout en faiblesse. Et donc là, pour moi, il n'y a aucune atteinte à leur dignité à ce moment-là. Au contraire, même, je pense qu'elles sont très admirables et très aimables. En revanche, je m'étais dit, s'il y a effondrement, je ne filmerai pas. Et donc, en effet, c'est arrivé quelquefois qu'il y ait effondrement. Et là, soit je pose la caméra, soit je la sors même pas. Et je suis là, parce que on est amis avant tout en fait, et je tiens la main et on fait autre chose que le film en fait. Voilà, donc ça c'est très très clair pour moi, et je pense que c'était aussi pour ça que la confiance était là, parce qu'elle savait très bien que j'allais pas du tout faire de la prédation et aller filmer à un moment où c'était pas possible en fait d'aller filmer. Dans mon souvenir, il y a des choses très fortes, très justes, et très sur le manque, sur le deuil, parce que tu as perdu ta sœur aussi, et sur comment ta sœur te manque différemment que ta petite fille. Bien sûr. Ça, c'est des choses... quand on n'a pas vécu ça... j'ai eu la chance de comparer. Non, mais c'est sans avoir la chance. Mais bien sûr. C'est dérisoire. Oui, bien sûr, c'est très dans différent. Les qualités de douleur que j'ai découvert grâce à ton témoignage. Bien sûr. Ouais. Parce que déjà, ma sœur, on a des photos, tout le monde la connaît. En fait, c'est plus facile de parler de ma sœur que de ma fille, parce que déjà, moi, j'ai pas été accompagnée le jour de l'accouchement pour prendre des photos.
Et après, je suis allée à la morgue. C'était vraiment, voilà, c'était pas des photos vraiment très jolies, même si moi je la trouvais très belle. Et donc, voilà, il y a ce truc-là qui nous manque, et surtout qu'on est tout le temps en train d'imaginer la personne. Si elle était à l'école, si elle était à la crèche, si elle avait fait ses premiers pas. C'est vraiment très différent comme deuil. Et en fait, on parle plus dans ma famille, à part mes parents, bien sûr, ma sœur et tout ça, ma grande sœur. Le reste de la famille ne parle pas du tout de ma fille. Okay. Non, voilà. Okay. C'est très, très rare. C'est tabou. C'est même pas tabou, c'est qu'ils savent que... En fait, ils n'ont pas eu de souvenirs avec elle, donc je pense qu'elle leur manque pas. Parce que, voilà, alors que pour ma sœur, ils ont des souvenirs, ils vont en parler. Voilà, c'est vraiment très différent. Oui, mais ce que tu dis en ouverture, c'est très... En ouverture du film, c'est très fort. C'est une partie de moi qui me manque, quoi. Et c'est pour ça, en fait, je pense qu'en France, avant, on pouvait même pas les déclarer sur un livret. Aujourd'hui, il y a eu des choses qui ont été faites sur ce sujet, les déclarer sur sa imposition de revenus, mais ça reste vraiment symbolique. Mais pour dire cette personne a existé, en fait, cet enfant a existé. Donc c'est très important, mais bon, après, on n'en parle plus, surtout si on a des enfants après, alors là, on en parle encore moins. Donc, ouais. C'est vraiment différent. Je pense que c'est pour ça, le deuil périnatal, il faut vraiment parler de manière vraiment séparée, parce que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Je trouve que les parents surtout souffrent beaucoup, enfin la fratrie aussi, mais les parents souffrent énormément par rapport au reste de la famille. Voilà. Eugénie, peut-être un mot sur le fait de filmer Ikram donc dans un contexte marocain, sur l'importance du rituel, mais qui est présent aussi quand tu filmes Juliette et qui est présent quand tu filmes Camilla. L'importance du rituel et de tout ce... Ça, je pense que c'est une partie très importante de la reconstruction et du deuil, quoi, du travail de deuil. Oui, et pour le coup, je pense qu'à la fois c'est très juste ce que tu dis, à la fois j'ai eu beaucoup de retours de gens qui en fait avaient vécu des deuils qui n'étaient pas un deuil périnatal et qui se reconnaissaient quand même dans le film. Parce que malgré tout, il y a quelque chose de commun dans l'idée de comment on chemine avec l'absent. Et oui, je pense que du coup, la seule chose qui sauve en fait, c'est de faire des choses qui ont du sens pour soi. Et donc c'est des rituels, soit c'est des rituels qui sont liés à sa culture, soit c'est des rituels. C'est là où on voit que la culture marocaine est très forte. On n'est pas pauvre, mais disons que c'est beaucoup plus inscrit dans le social. Tout le rite, tous les prières, Beaucoup plus et beaucoup plus et en fait je voudrais pas dire que, mais en fait on donne plus de, en fait on parle plus facilement de la mort. J'ai remarqué qu'en France, où voilà, les gens ils meurent encore chez eux, on ramène les dépouilles à la maison et tout, alors que ça se fait de moins en moins ici en Europe en général. Et donc il y a un rapport avec la mort qui est, je dirais, plus évident. Enfin, les gens ils savent qu'ils vont mourir un jour parce que voilà, il y a un aspect religieux aussi. Et que voilà, ces bébés sont reconnus. Par exemple, au Maroc, la question ne se pose même pas si un bébé meurt à 2 mois ou 3 mois, il est quand même inscrit dans le livret de famille. Donc, oui. Enfin, le deuil, il est très important. C'est plus le respect de l'âme, parce qu'il y a une signification aussi de l'âme, voilà. Et donc, c'est le respect de l'âme. Il faudrait l'accompagner, il faudrait aller la voir plus souvent. Donc, en fait, quand je vais voir ma fille, c'est normal. Tout le monde sait que je vais la voir au cimetière et que je dois le faire d'ailleurs. Si je ne fais pas, il faut le faire 2 fois par an. Il faut y aller au moins pour les fêtes religieuses et tout ça. Et tout le monde fait ça. Voilà, donc c'est beaucoup plus reconnu, oui, je dirais. En fait, oui, moi j'étais très contente d'avoir dans le film du coup la séquence avec Halti que tu m'as présentée, qui est à la fois assez drôle parce que je tiens quand même à dire qu'il y a des moments où on rigole dans le film parce que jusque-là on dresse qu'un tableau très très sombre. Et il y a beaucoup de moments où on ne rigole pas, mais il y a des moments où on rigole. Et donc Halti me donne une recette pour retomber enceinte et que mon bébé vive, n'est-ce pas ? Voilà, qui n'a pas marché, mais je m'attendais en fait à ce que tout le monde me pose la question dans toutes les projections après, mais c'était pas du tout le cas. Mais
faut dire quand même la recette, hein, c'est une gousse d'ail, c'est des trucs les moins ragoûtants de la terre, quoi. Une motte de beurre, tout à mettre dans un coquelet, enfin voilà, et après le manger cuit, mais très très épicé, je pense. En fait, c'est le principe. Et donc là, ça marchait à tous les coups. Et ça marche super bien, voilà. Mais en même temps, voilà. C'est une façon aussi de donner de l'espoir. Mais c'est ça. Et puis surtout, en fait, ce que je trouve très fort dans la rencontre avec elle, c'est que tu vois que c'est beaucoup moins tabou justement dans la société marocaine, parce qu'on parle très facilement de ses deuils à elle aussi. Elle en a eu énormément. Alors elle compte du coup aussi probablement ce qu'on appellerait nous les fausses couches. Voilà. Mais n'empêche, elle donne quand même le genre de tous les bébés. Donc, ils n'ont pas dû naître si précocement que ça. Mais on voit que à la fois, ça permet aussi de se rendre compte à quel point on a de la chance, je pense, d'avoir une médecine extrêmement développée en France. Mais aussi, tu te rends compte que c'est beaucoup moins tabou, du coup. Parce que je pense en fait que ce qui s'est passé aussi en France, moi j'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que j'ai découvert que dans les albums de famille photographiques de famille du 19e siècle en France, parfois on trouvait des photos des bébés morts-nés. Voilà. Et en fait, mais ça m'étonne pas tant que ça, parce que je pense qu'à l'époque, il y en avait encore beaucoup plus. Mais du coup, c'était beaucoup plus normal, et donc c'était moins tabou. Et je pense qu'en fait, les progrès de la médecine ont eu cette espèce de revers un peu étrange, malheureux, un peu d'invisibiliser. De dire, voilà, maintenant, comme on maîtrise beaucoup mieux, on veut faire comme si on maîtrisait totalement, et du coup, tous ces récits-là qui collent pas, qui cadrent pas avec le récit de la maternité épanouie, heureuse, pleine, sans accident, on n'en veut pas, et donc on les élimine du champ social. Voilà. Et donc, moi j'ai trouvé ça au Maroc. J'ai trouvé une espèce de facilité du coup à se parler au moins de ces choses-là, et que ce soit beaucoup moins tabou. Des questions, ouais. Hello. C'est juste pour continuer sur ce que tu évoques là. Il y a un film là qui est c'est Les Échos du passé de Masha Chelinsky, qui était à Cannes là, cette année, et qui va sortir bientôt, et qui évoque vraiment, du coup je t'invite à aller le voir si ça t'intéresse, mais qui évoque vraiment cette autre manière en fait de parler de la mort des absents, et comment en plus les absents lient les histoires de génération en génération. Ce qui en plus là, moi ce que j'ai trouvé très très beau dans ton film aussi, c'est qu'il y a aussi les fratries qui sont évoquées, ce qui est très beau, et comment tu évoques ça auprès des enfants, ou en tout cas qui sont déjà là, ou qui vont venir, et comment faire exister ces adelphies, en tout cas, avec cette présence des absents, quoi. Et c'est quelque chose que je trouve toujours hyper cinématographique, cette présence des absents, et je trouve qu'effectivement, dans Le Sentier des absents, il y a quelque chose de très beau, un peu à votre image à toutes, et c'était pour une remarque, quoi. Merci pour ton film. Merci à toi. Merci. Bah oui, je pense que le cinéma était le grand art pour filmer l'absence, pour capter l'absence. Donc, filmer l'absence, et en même temps, toute une deuxième partie du film, on voit les protagonistes qui sont qui attendent qui sont des femmes enceintes, c'est vraiment un chemin. Donc c'est une sorte de traversée du deuil, et en même temps des deuils qui sont toujours à faire, pour certaines, mais en même temps la vie qui est là, qui s'ouvre. Je trouve que le film est aussi très solaire. Ça, c'était un parti. Moi, j'imagine. Elle. Oui, parce qu'elles le sont solaires, ça se voit, je pense, même sans caméra. Tout à fait. Et elles sont toujours. Et je pense que pour moi, ça, c'est. En fait, j'ai un vrai problème avec la langue française là-dessus. C'est vraiment une expression française, faire son deuil. Je pense que ça n'existe pas forcément dans toutes les langues. Pour moi, ça veut rien dire, parce que ça voudrait dire que le deuil se clôture. Or, je crois que pour le coup, quel que soit le deuil qu'on ait vécu, on le sait. Aucun deuil ne se clôture. On vit mieux avec. On apprend à vivre avec ce deuil, mais en fait, un deuil ne se clôture pas. Or, dire faire son deuil présuppose que ça se clôturerait. Et là, je trouve que dans le film, on le voit, qu'elles sont pleinement dans la vie, avec tout ce que ça porte d'espoir, de joie, de rire, et puis pleinement dans la vie aussi, parce que dans le deuil. Parce que elles luttent avec cette absence. Et là-dessus, c'était vraiment une réflexion qu'on a eue sur la fin du film, sans forcément vouloir tout dire, s'il y a des gens qui l'ont pas encore vu, mais qu'en tout cas, à un moment donné, pendant longtemps, j'ai cru que la fin du film, c'était justement une fin comme ça, très très pleine d'espoir, avec une très très belle image de Juliette enceinte qui se lève dans les herbes, et on se dit voilà, c'est bon. Oui, c'est vrai. C'est bon, voilà. Et non. Et non. Et voilà. Et non, parce que je me suis dit, si je finis là-dessus, ce serait vraiment donner raison aux gens qui disent, et je te cite Juliette, c'est bon, c'est fini ce gros bobo, parce que il y a l'enfant d'après, comme dit Kram, c'est bon.
t'en aura un autre, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on parle plus de l'autre, c'était un ratage, on arrête. Et donc, on a construit tout cette espèce d'épilogue qui est à la fois heureux, parce que il m'arrive aussi quelque chose d'heureux, mais qui est aussi, je pense, beaucoup plus mélancolique, et qui est beaucoup plus en demi-teinte. Et la toute fin nous ramène, je pense, à encore un autre endroit du film, pour dire justement que non, c'est pas parce que... Enfin, qu'on est très heureuse aussi, quelque chose s'il y a un autre bébé vivant, mais ça veut pas dire que le bébé d'avant est oublié. Avec des berceuses en russe, parce que j'ai pas précisé que tu étais né en Russie, et qu'il y a une charge comme ça de l'âme russe qui passe aussi à travers ces berceuses. Oui. Quand même, je trouve très très beau dans ce film, c'est que pour moi, le film, c'est un vrai film, c'est un geste. Et un geste qui nourrit et l'être né dans l'intention de quelqu'un qui fait ce geste. Et ce que je trouve très très beau et très juste dans ce film, c'est que ce film construit l'espace des thérapies de soi et les autres. Et les autres, pas que vous, mais nous tous. Nous, les spectateurs, parce que nous tous, on rencontre se perdre. C'est quelque chose qui nous rejoint, et ce que nous réunit, ce que nous tous vont mourir. C'est vraiment, et ce qu'on parle dans les théâtres, beaucoup, ce qui est une seule chose peut-être qui est juste pour tout le monde. Et ce que je trouve aussi, ce que tu as fait cet espace, pas par création pas par le mettre caméra et créer un espace, mais par tes mains, par cette approche très 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 humaine et très 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 simple. Mais en tout cas, ça construit vraiment une autre matière, un autre réel pour tout le monde, pour construire un mouvement à travers tout ce qui est passé, ce qui est arrivé, tout ce qui fait mal. Et pour vraiment le film créer ce mouvement pour le ressortir, pour ressentir encore sortir de ça. Mais on ne peut pas sortir pour 100% de tout ce qu'on a perdu, mais quand même on peut. Et par création de ce film, tout ce qui est connecté avec ces bébés qui est mort, ils sont là dans ce film, ils sont vivants en quelque sens, parce que le film, en général, par exemple, si on a le journal intime, parce que pour moi, ce film est un journal intime, mais qui ne parle pas de présent, mais mais d'absent. Et à travers cette absence, ça crée la présence de ceux qui sont absents. Et voilà, c'est que je pense que dans ce film, il est toujours vivant, et vous allez toujours vivant. Donc ça, c'est beaucoup plus que juste un truc pour les enfants, mais pour vous aussi, pour les autres qui vont trouver ce petit DVD dans chez Bouquin, et vont regarder ça et encore ressentir tout ce qui est passé et se sentir mieux, je crois. Bon, merci encore. C'est un commentaire, merci, c'est pas une question. Non, mais merci beaucoup, Vadim. C'est vrai. Ouais, c'est très très beau. Oui, je dis souvent ça. C'est un espace-temps cinématographique pour nos bébés, mais qui est pour tout le monde en fait, qui accueille tout le monde. Et c'est vrai que c'est parmi les retours les plus touchants que j'ai eu, parce que j'ai quand même beaucoup tourné avec ce film. Et là, je veux quand même encore redire un merci à Simon, qui est très modestement planqué là-bas, mais qui était donc non seulement le producteur avec qui on s'est battu pour le financer, mais qui était le distributeur, qui, comme on dit en anglais, n'acceptait pas les noms. Donc le film, il a fait plus de 60 projections sur grand écran avant 70. Ok, 70. Et là, voilà, pas plus loin que la semaine dernière, j'étais en Nouvelle-Aquitaine, et énormément de retours de gens qui se reconnaissent en fait dans le film, et en effet, et qui s'y sentent chez eux. Et ça, c'est hyper précieux. La semaine dernière, j'ai même envoyé aux filles un témoignage d'une mère endeuillée qui a fondé une association. Et donc, moi, je me disais que c'était bon. Elle avait quand même beaucoup réglé les choses. Et elle est venue voir le film. Elle est revenue le voir. Elle revient le voir une autre fois ce soir, parce qu'il est projeté en Nouvelle-Aquitaine à Ruffec. Et voilà. Et elle m'a dit que tout d'un coup, de l'avoir vu, ça l'avait complètement libérée des années après la mort de sa fille, pour en parler. Et elle a ramené des membres de sa famille, des proches, pour dire voilà, le film va parler pour moi, pour vous raconter ce que j'ai vécu. Wow. Voilà, et ça, c'est des choses, c'est des vrais cadeaux, quoi. Ouais. Non, mais c'est oui. Moi, je renchéris sur ce que dit Vadim, sur
ta position, est-ce que fait le film en fait. C'est-à-dire que c'est pas seulement un film à la première personne. Sinon, tu vois, il est un peu plus large et c'est pas seulement un film sur le deuil périnatal. Sinon, ça serait le ranger dans une petite catégorie. Et ce n'est pas le cas. Voilà. Merci. Alors, je t'ai fait choisir quelques films. Ouais. Tu nous dis quelques mots, juste, voilà, pour donner envie. Ouais, je te dis les titres. Alors, je prends pas beaucoup de risques. Le coffret Muratova. Le coffret Muratova. Vous êtes tous obligés de l'acheter. Non, mais en quelques mots, parle-nous de Kiran Muratova. Kiran Muratova, c'est ma grande histoire d'amour cinématographique, puisque c'est la cinéaste. Je raconte souvent en rigolant que c'est à cause d'elle que je me suis lancée dans les études cinématographiques, parce que vraiment son cinéma, je le trouvais à la fois absolument merveilleux et très mystérieux, et il fallait en découdre, quoi. Et j'avais besoin d'analyser ces films et d'aller chercher. Donc en fait, j'ai fait à l'époque ma maîtrise, mon DEA sur elle, puis ma thèse, et j'ai fini par écrire effectivement 2 livres sur elle. La rencontrer, c'était une personnalité aussi exceptionnelle que ses films d'ailleurs. Et en fait, c'est une cinéaste qui est en pleine Union soviétique, donc c'est entre les années là, c'est un coffret où en fait c'est des films entre les années 60 et la fin des années 80. C'est une cinéaste qui fait un cinéma d'une liberté totale, qui est poétique, inventif, toujours surprenant, et à la fois qui nous provoque toujours, qui vient toujours nous chercher, je pense, à un endroit où on ne s'attend pas tout à fait, et à la fois qui est d'une immense humanité. Voilà, parce que c'est un cinéma qui montre que les gens ont beaucoup de mal à se comprendre, que les gens ont beaucoup de mal à c'est quand même beaucoup de, je dis souvent, d'arythmie, de dissonance, d'incompréhension, de monologues dialogués, etc. Et en même temps, il y a toujours un espoir pour l'humain. Et donc pour moi, c'est un cinéma dont je ne me lasse absolument pas. Et je me bats depuis 20 ans pour que ce cinéma soit vu. Et je suis tellement heureuse qu'on arrive enfin à se coffrer. Vraiment, je peux pas dire. C'est une cinéaste importante, mais c'est vrai qu'on a les gens pas la curiosité. C'est une curiosité limitée. C'est peut-être presque un cinéma un peu intimidant. C'est surtout que ça avait été un peu trop marginal. Il y a eu quand même la rétrospective en fait à La Rochelle, à la Cinémathèque française, voilà, en 2019. Et puis après, c'est un peu une cinéaste maudite. Elle a été très très censurée, l'une des cinéastes les plus censurées de la deuxième moitié du XXe siècle en URSS. Et puis à chaque fois des problèmes de droit, des problèmes qui font qu'on n'arrive pas à sortir les films. Mais là, enfin, le coffret est là, donc. Alors, autre film, on va quitter la Russie. Tiens, Émilie Brizavon, Maman déchire. Ah bah oui, Émilie Brizavon. Bah oui, parce que c'est aussi une autre cinéaste que j'aurais pu citer qui fait du cinéma à la première personne. Ouais. Il se trouve que nos films, ils étaient sélectionnés dans la même sélection documentaire au FEMA, justement. Donc on a fait nos premières sur grand écran ensemble. Et, le film précédent s'appelait Pauline Sarrache. Voilà, c'est ça, tout à fait. Où elle filmait sa demi-sœur. Exactement. Et là, c'est sur sa mère, donc c'est aussi sur la famille. Alors, son cinéma me plaît, je le trouve très libre et à la fois très intime. Et je pense aussi que par ce côté justement très intime, elle nous parle à tous. Et je trouve que là aussi, elle arrive quelque chose que j'admire beaucoup chez elle, c'est qu'elle arrive à allier la douleur avec l'humour. Parce qu'à la fois, quand on elle filme sa mère qui est quand même assez une mère difficile, on va dire ça comme ça. Totalement border. Et voilà. Comment elle arrive à à se construire, à l'aimer quand même. À l'aimer malgré tout, exactement. Malgré tout. Et c'est quand même un film d'amour. Et à la fois un film de douleur, parce que c'est très compliqué de grandir avec une mère comme ça, et très drôle, parce qu'il y a tout ce moment où elle invente, elle va chercher des thérapeutes absolument improbables sur Internet, comment s'aider. Aujourd'hui, c'est un film très contemporain aussi, sur tous ces trucs de self-help sur Internet qui ne marchent pas du tout. Je trouve que c'est très drôle. Allez, un dernier, et puis le reste, je le mettrai sur le site internet. L'aiguille de Rachid Nougmanov. Tout à fait. Alors, L'aiguille, effectivement, alors ça, c'est un film qui est fait à la toute fin de l'ère soviétique. Et c'est un film fait donc par un cinéaste kazakh. Avec un chanteur qui à l'époque est absolument culte, et donc ce qui fait que le film va Victor Tsoi exactement, le film va devenir totalement culte. À l'époque, les gens se battent pour rentrer dans la salle pour voir le film. Ils rentrent par les tuyaux d'aération pour voir le film, tellement c'est absolument délirant. Et c'est très beau parce que c'est aussi un film, quand on le regarde depuis aujourd'hui, quasi expérimental sur certains endroits, parce qu'en fait on lui avait donné un scénario, ils l'ont jeté à la poubelle, ils ont fait un peu ce qu'ils ont voulu. Donc c'est un film fait
c'est même pas à la sortie de l'école, parce qu'en fait, Nougmanov n'était même pas encore diplômé du VGIK, et avec un sentiment de liberté, d'improvisation, et avec donc cette espèce d'acteur absolument charismatique qui était, je pense, promis à devenir non seulement l'immense star qu'il était déjà en chanson, mais un immense acteur. Et il se trouve qu'il va se tuer par accident très peu de temps après. Donc ce film est du coup une des rares traces de lui sur pellicule. Et il y a eu une sorte de suite de ça. C'est Leto de Serebrennikov. Et je pense qu'en fait, si on voit, il faut les voir ensemble. C'est très beau de les voir ensemble, de voir le vrai Victor Tsoi et puis après la déclinaison sur cette génération très très belle aussi de Serebrennikov, que je crois que j'avais mis aussi dans ma petite liste parce que c'est un film que j'adore. Voilà. Eugénie, je te remercie. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Et je vois Camilla qui arrive à la fin. Et Camilla arrive comme ça. Tout le monde est là. Et donc, le DVD est en vente à la caisse. Vous pouvez, Eugénie le dédicacera. Et tu as amené des bouteilles. Absolument. Voilà. Donc, on va ouvrir ces bouteilles.